bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 14 février, jour de Saint-Valentin. Et à la une de cette édition, ce midi, l'association Narikem Sada a organisé une conférence de presse pour présenter sa nouvelle campagne de sensibilisation sur le dépistage du VIH. Une campagne qui, comme l'année dernière, débute le 14 février. Elle réunit 12 couples qui ont fait la démarche de se dépister pour protéger l'autre. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ils étaient 12 à avoir été recrutés dans la rue ou grâce au bouche à oreille par l'association. Un recrutement pour soutenir une cause, le dépistage contre le VIH, virus contre lequel des préjugés persistent encore sur l'île aux parfums. Des protagonistes qui n'ont pas hésité lors de la proposition pour soutenir la cause. C'est très important de faire le test parce que quand on fait le test, mieux vaut faire le test tôt et savoir si on l'a ou pas, ou si on l'a, savoir on l'a à quel degré, et espérant aussi qu'on ne l'ait pas, si on l'a, que ça ne soit pas trop tard et qu'on puisse avoir les meilleurs soins pour qu'on puisse vivre normalement comme tout le monde. En effet, aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, les personnes séropositives, si elles suivent le traitement, peuvent avoir une charge de virus indétectable, c'est-à-dire un virus que l'on ne peut plus transmettre à autrui. Être séropositif aujourd'hui à Mayotte, donc en France, ça veut dire qu'on est pris en charge médicalement et qu'on a les meilleurs traitements qui soient et qu'on n'est même plus contaminant avec la trithérapie. Il faut savoir qu'en étant séropositif aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une charge virale indétectable. On peut avoir un rapport sexuel sans protection et pour autant on ne va pas contaminer les gens. On peut faire des enfants sans que les enfants soient contaminés. On peut avoir une vie normale comme tout le monde. Pour le moment, la séroposité porte encore à confusion sur l'île aux Lagons et est victime de nombreux préjugés. Raison pour laquelle cette campagne a lieu, en particulier lors de la Saint-Valentin, pour sensibiliser et aider les personnes atteintes du VIH. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Jacques Martial Henry, candidat aux élections municipales à Mamoudzou. Jacques, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à toute la population de Mayotte. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler bien sûr de votre candidature, mais avant j'aimerais parler de votre liste. Comment vous la définiriez, cette liste ? C'est une liste dont la moyenne d'âge tourne autour de 30 ans, 31 ans. Jeune ? C'est une liste jeune avec beaucoup de candidats issus du secteur privé. Et parce que le projet que nous portons, c'est un projet progressiste et qui s'inscrit au centre droit. Et donc c'est le développement économique, c'est l'insertion par l'économique, c'est la création d'emplois, c'est la maîtrise des dépenses publiques, c'est les investissements publics pour créer beaucoup d'emplois dans le secteur privé. On va parler des priorités. Avant ça, pourquoi avoir eu envie, vous avez déjà été candidat à plusieurs élections, la députation notamment, pourquoi avoir vouloir devenir maire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui en 2020 pour devenir maire de la commune pour les 6 prochaines années, la maire du chef-lieu? Pendant 14 ans, j'ai été conseiller municipal, j'ai été adjoint maire chargé des finances et de l'administration générale, j'ai été président d'un groupement d'intérêt public qui avait vocation à lutter contre les pauvretés et à insérer les personnes en difficulté. J'ai été conseiller général et vice-président chargé de l'action sociale. J'estime avoir beaucoup appris. La commune de Mamoudzou aujourd'hui est très sale. Même les fonctionnaires ou des personnes, quand ils sont nommés à Mayotte, on leur déconseille de venir. L'insécurité qui règne dans l'île, mais aussi dans la commune de Mamoudzou, atteint un seuil insupportable. Donc nous vivons dans nos propres maisons comme si nous sommes en prison. Et tout ça me pousse, moi et toute l'équipe, à ne pas baisser les bras, mais à se battre. Parce que la vie, c'est un combat. Et tous les jours, nous devons gagner le combat. Quels sont vos atouts? Vous l'avez expliqué, votre expérience, plusieurs années, conseiller aussi départemental. Mais quel est selon vous votre atout principal qui fait que vous pouvez remporter les élections du 15 et 22? Pendant plus de 18 ans de vie politique,
je n'ai jamais été tête de liste parce que j'estime que je devais apprendre alors que les occasions se présentaient. Je me souviens en 2001, quand nous avons remporté les élections, beaucoup de gens disaient qu'il faut que je sois candidat pour diriger la mairie. J'ai eu le conseil de mon père qui m'a dit, non, tu es encore très jeune, tu dois d'abord apprendre avant de gouverner, avant de diriger une commune. La commune de Mamoudzou, c'est une grande commune, ce n'est pas une commune de 6 000 habitants comme les autres communes, mais c'est une commune de 70 000 habitants. Ça demande beaucoup d'expérience, ça demande quelqu'un qui a observé, et j'estime que j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup appris, et maintenant je dois donner ce que j'ai appris et je dois participer pleinement au développement de la commune. Ça demande aussi une personne qui sait écouter, qui sait organiser, mais qui sait prendre des décisions quand il le faut. Parce qu'à un moment, nous sommes en démocratie, chacun donne ses idées, mais à un moment, il faut prendre une décision. Eh bien, je n'ai jamais eu peur de prendre une décision, dès lors qu'il en va de l'intérêt général. Alors parlons de votre programme, le programme Progrès pour tous. Quelles sont vos priorités si vous deviez en définir 3 ? On sait qu'il y en a énormément, mais il y a 3 domaines dans lesquels vous allez vraiment plancher dès le début et prioriser en y mettant vraiment beaucoup de moyens. Donc nous voulons que la commune soit prospère, nous voulons que la commune soit paisible, nous voulons que la commune soit propre. Alors ça, c'est ce que vous voulez, mais comment vous faites pour que ça se réalise ? Absolument. La propreté, nous avons beaucoup en parlé sur la propreté. Je suis moi-même président de l'association Mayotte Île Propre. Il faut que la commune soit propre. Il faut éduquer la population. L'hygiène corporelle, c'est quelque chose de très important. Parce qu'une personne qui maîtrise l'hygiène de son corps, maîtrise l'hygiène de son milieu. Donc nous allons travailler avec l'éducation nationale. Nous allons travailler avec la population pour que la commune soit propre. Aujourd'hui, les déchets sont devenus une richesse. Donc à travers l'économie circulaire, nous pouvons rendre propre la commune de Mamoudzou et embellir la commune. Parce que nous ne pourrons pas développer le tourisme si la commune n'est pas propre. Si la commune est sale, s'il y a des bidonvilles partout, ça attire la délinquance. Donc nous voulons une commune paisible. Une commune paisible, et là nous parlons de sécurité. Nous parlons de la lutte contre l'insécurité. Ça, c'est votre autre priorité, la lutte contre c'est la l'insécurité. deuxième priorité, la lutte contre l'insécurité. La lutte contre l'insécurité, il faut savoir que la commune est chef de file en matière de prévention. Beaucoup de candidats disent qu'ils vont augmenter le nombre de policiers municipaux. Moi, je crois que je suis contre un État policier. C'est de la prévention. Une commune de 73 000 habitants. Vous ne voulez pas, juste une petite question, est-ce que vous envisagez d'augmenter les effectifs de police municipale ? Il faut augmenter les effectifs de police municipale parce que, vous savez, avant-hier, il y a un enfant qui est décédé au remblai de Mtsapere qui se baignait. Il faut savoir que le maire est compétent dans un périmètre de 300 mètres à partir de la côte. Le maire est compétent. Donc nous devons créer une police de maire. Donc la police municipale n'a pas vocation à exercer une mission de police judiciaire. On reste toujours dans la police administrative. Et je crois qu'il faut la prévention. Lorsque la sécurité est menacée, est manifestement menacée, c'est l'intervention de l'État. Donc nous devons concilier l'action préventive, l'action coercitive et l'action répressive. C'est pourquoi nous avons proposé la création d'un groupement d'intérêt public. Un groupement d'intérêt public qui permet d'associer tous les intervenants, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans la répression. Parce que l'objectif n'est pas de sanctionner, l'objectif est de faire en sorte que la sécurité ne soit pas menacée. Et pour que la sécurité ne soit pas menacée, il faut de la prévention. Il faut de l'accompagnement scolaire. Il faut de l'accompagnement extrascolaire. Nous devons mettre en place les outils d'accompagnement, notamment construire des structures d'accompagnement social et éducatif. Former les jeunes dans le domaine de l'animation pour accompagner les jeunes dans l'insertion, mais aussi lutter contre le décrochage scolaire. C'est pourquoi nous nous engageons à construire des écoles. Plus nous construisons des écoles, plus nous baissons le nombre d'enfants dans les salles
de classe, et plus nous donnons l'occasion aux enseignants de pouvoir accomplir pleinement leur mission. Parce que le fait qu'il y ait une concentration massive d'élèves dans une salle pousse beaucoup à l'exclusion. Et à partir de là, au décrochage scolaire, et à partir de là, ça commence la délinquance. Jacques Martial, parlons du logement, parce qu'il y a beaucoup de domaines à évoquer. Parlons du logement. Quelle politique vous allez avoir en matière de logement? On sait qu'il y a effectivement plusieurs plans, notamment les plans de rénovation urbaine, l'ANRU, qui sont démarrés. Vous allez vous appuyer là-dessus, ou est-ce que vous voulez aller plus loin? Et si c'est le cas, comment aller plus loin en matière de logement? Là, nous disons clairement comment nous allons faire. Déjà, il faut débloquer le foncier. Aujourd'hui, le foncier est bloqué. Des zones agricoles et des zones naturelles en pleine ville. Donc, il faut débloquer le foncier. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un logement social? Tout le monde parle de logement social. Mais qu'est-ce qu'un logement social? On parle d'un logement social parce que le promoteur a fait recours à des fonds publics, en partie, pour construire des logements. Donc, l'accès est conditionné par le pouvoir réglementaire. Mais ce n'est pas uniquement la commune ou la CIM qui construit des logements sociaux. Mais il faut aussi permettre aux privés, ceux qui possèdent leur terrain dans la commune de Mamoudzou, que nous avons bloqué, que nous avons classé en zone agricole ou en zone naturelle sur des lieux qui sont aujourd'hui occupés illégalement, parce que s'il y a ces occupations illégales, s'il y a ces bidonvilles qui prolifèrent partout, c'est parce que nous avons bloqué le foncier, nous avons bloqué les propres. Donc il faut débloquer le foncier et accompagner les promoteurs dans le cadre de la loi Girardin, la loi sur la défiscalisation, pour pouvoir construire des logements sociaux, mais aussi pour pouvoir construire aussi d'autres logements, parce que la différence entre les logements sociaux et les logements tout court, les promoteurs peuvent, dans le cadre des emprunts privés, dans le cadre de leurs fonds propres, construire des logements qui ne sont pas conditionnés, l'accès n'est pas conditionné par rapport à... Sachant que Jacques, on ne va pas se mentir, on sait que les logements sociaux sont en très grande partie, pour les personnes issues de l'immigration, et bien souvent d'origine étrangère. Ce n'est pas vrai. Et les Mahorais, un petit peu moins, en tout cas dans les chiffres. J'ai représenté le Conseil général à la CIM. Il y a des commissions pour octroyer le logement aux personnes qui répondent aux conditions. Et je vous signale qu'on n'arrive même pas à satisfaire 5% de la demande, et ce n'est pas des étrangers qui en bénéficient. Donc, il faut construire le logement, donc il faut débloquer le foncier. Tant que nous bloquons le foncier, nous ne pourrons pas construire à tout le monde. Deuxièmement, le plan local d'urbanisme qui existe aujourd'hui ne vous permet pas de construire à plus de 11 mètres en hauteur. Or, le promoteur, il faut qu'il rentabilise, parce que le directeur de la DEAL ou le préfet, là où il habite, il veut voir l'avion quand il atterrit à Pamanzi. Donc, il faut débloquer les fonciers pour permettre aux gens de pouvoir construire. Parce que si nous ne construisons pas, c'est très clair, nous ne pourrons pas éradiquer les bidonvilles. Or, les bidonvilles doivent disparaître, parce que les bidonvilles, déjà, ça dénigre la personne. C'est très clair, la personne est mal vue. On n'arrive pas à donner à la personne, à l'individu, un logement décent. Donc, nous devons désenclaver ces quartiers, nous devons construire pour permettre aux gens de vivre dignement. Parce que si les gens ne vivent pas dignement, c'est les conséquences que nous connaissons ici. Nous créons de véritables foyers de production de délinquance. Dernière question, Jacques, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux électeurs de la commune de Mamoudzou, ceux qui vont voter pour vous les 15 et 22 mars prochains? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui pour justement qu'ils fassent de vous le prochain maire de la commune de Mamoudzou? Qu'on ne s'improvise pas maire. C'est un projet, c'est un combat, c'est une expérience. Je crois que pendant plus de 14 ans, j'ai appris. Pendant plus de 14 ans, je connais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Sur le logement,
Moi, quand j'ai été vice-président chargé de l'action sociale, j'ai travaillé avec Mahmoud Douaziari, j'ai travaillé avec le directeur de l'époque, le FRANFU, le Fonds régional d'aménagement du foncier urbain. Nous avons travaillé sur les aides sociales liées au logement. Donc, je crois l'expérience acquise aujourd'hui, je souhaite la mettre au bénéfice de la population de la commune de Mamoudzou et produire un résultat. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et bien sûr, on suivra ces élections des 15 et 22 mars prochains avec beaucoup de candidats dans toute l'île. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir accepté notre invitation. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le député Mansour Kamardine qui monte au créneau face à la délinquance ou encore les suites judiciaires des violences à Dembéni. Au montage, Leslie Vumenet. Le 31 janvier dernier, vers 22 h, dans le cadre d'un règlement de compte entre deux bandes de jeunes issus des villages de Dembéni et de Tsararano, un candidat aux élections municipales a fait l'objet d'une agression violente commise par plusieurs individus armés de machettes, de haches, de bouteilles en verre et de pierres. Cette agression n'a pris fin qu'avec l'intervention des gendarmes, découvrant la victime grièvement blessée mais encore consciente. Le 11 février, 4 individus ont été interpellés. Les auditions menées ont permis d'établir l'implication de 3 des 4 personnes. Celles-ci sont nées entre 1996 et 1998, l'une aux Comores, l'autre en métropole et la dernière à Mayotte. Hier, 3 individus majeurs déjà connus de la justice ont été présentés au juge d'instruction dans le cadre d'une ouverture d'informations judiciaires des chefs de vol avec armes et tentatives d'assassinat. À l'issue de leur interrogatoire de première comparution, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Les investigations se poursuivent aux fins d'identifier et d'interpeller l'ensemble de leurs co-auteurs. Le député Mansour Kamardine a décidé de réagir suite aux derniers événements violents sur le territoire. Selon lui, l'État commet une double faute, un dangereux et méprisant déni de réalité, en comparant l'insécurité à Mayotte avec celle d'un des départements les plus tranquilles de France, en se satisfaisant des résultats et en détournant l'attention sur la responsabilité des familles et des élus. Le parlementaire reproche le comparatif 2019-2017 qui écarte l'année 2018, même si pour lui cela ne suffit pas à masquer l'explosion de la délinquance depuis 6 mois. Mansour Kamardine propose donc de nouveau l'organisation d'assises de la sécurité à Mayotte qui permettrait de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table pour trouver des solutions globales et pérennes. Il demande également l'augmentation sensible des moyens humains et matériels pour lutter contre l'insécurité et conclut avec cette diatribe, je cite, « Mayotte n'a pas besoin d'un gouvernement en campagne électorale permanente, Mayotte a besoin d'un gouvernement efficace et à l'écoute des Mahorais. » L'épidémie d'infection au coronavirus progresse en Chine. Des cas ont été signalés dans 25 pays. En France, 11 cas ont été confirmés chez des personnes ayant séjourné en Chine ou chez des personnes de leur entourage proche. Il n'y a eu aucun décès, mais les mesures de confinement des patients et de leurs contacts proches sont le moyen d'éviter la survenue de nouveaux cas. À Mayotte, aucun cas n'a été enregistré depuis le début de l'alerte en décembre. Un cas suspect signalé au centre 15 a rapidement été invalidé car il ne présentait ni signes cliniques de la maladie ni exposition à risque. Aucun cas n'a été signalé dans les pays voisins, à Madagascar comme aux Comores, qui ont mis en place de strictes mesures de confinement des voyageurs éventuels. La situation est suivie avec attention à Mayotte, où toutes les mesures de précaution décidées par le ministère de la Santé sont appliquées pour limiter les risques d'introduction de la maladie. Et santé toujours pour conclure ce journal, réduit pour cause de coupure électrique. Comme évoqué précédemment, aucun cas de coronavirus n'a été enregistré sur le département. Si les rumeurs vont bon train ces derniers jours, ce matin, la directrice de l'ARS a tenu à mettre les choses au clair. Le risque d'introduction de la maladie à Mayotte est très faible, même si les autorités restent très vigilantes. Par ailleurs, Dominique Voynet a rappelé que certains virus continuent de tuer chaque année et représentent un danger plus imminent que le coronavirus. Au montage, Leslie Vumenet. À Mayotte, la rumeur court et ne met pas longtemps à faire le tour de l'île. Ce matin, la directrice de l'ARS a souhaité mettre fin à la rumeur faisant état d'un cas suspect de coronavirus à Mayotte. Pour Dominique Voynet, il ne faut pas tomber dans la psychose, mais rester néanmoins vigilant. Le risque est très faible, mais il existe. Il y a encore des gens qui, de façon indirecte, pourraient rentrer de Chine. On leur demande évidemment de se signaler à l'aéroport. Quand ils rentrent, c'est pas obligatoire. Les voyages ne sont pas interdits. Dans la zone de Rouen, oui. En zone rouge, oui. Mais on leur demande de se signaler.
pas pour les punir, mais pour pouvoir leur passer toutes les bonnes consignes de précaution. Bien sûr. Il faut qu'ils prennent leur température 2 fois par jour, il faut qu'ils portent un masque s'ils sont en contact proche avec d'autres personnes, il faut qu'ils évitent de se rendre dans des lieux où il y a plein de monde, dans des voulées, des fêtes, etc., si ce n'est pas indispensable. Et puis évidemment, en cas de suspicion, imaginons qu'une personne qui vient de rentrer de Chine ait de la fièvre et l'impression d'une gêne respiratoire, ou bien tous, il ne va pas aux urgences, il ne va pas voir son médecin traitant, il appelle le 15. Le 15 est parfaitement équipé pour recevoir des personnes suspectes. En janvier dernier, l'ARS est devenue une ARS de plein exercice. Désormais, il n'est plus question de passer par la Réunion pour réagir face aux maladies infectieuses. Jusqu'au 1er janvier, on avait une cellule de veille et de sécurité sanitaire qui dépendait de l'ARS de La Réunion. Depuis le 1er janvier, on a notre propre service autonome. Chaque fois qu'on détecte un cas d'une maladie infectieuse potentiellement préoccupante pour la communauté mahoraise, on fait ce qu'on appelle des études de proximité, des enquêtes de cas. C'est-à-dire qu'on demande à la personne où elle habite, avec qui elle vit, est-ce que dans sa cour, il y a des voisins, etc. etc. Et on regarde la situation de toutes les personnes qui sont autour. On le fait pour la dengue, on le fait pour la diphtérie, on le ferait évidemment pour le coronavirus si on avait un problème. Ce service de veille est aujourd'hui capital pour organiser la réponse sanitaire. En effet, Dominique Voynet est davantage préoccupé par des maladies infectieuses bien connues que par ce coronavirus. Vous savez combien il y a eu de morts de la grippe l'année dernière en métropole et dans les Outre-mer ? Non, personnellement, non. Eh ben, c'est moi qui pose la question, tiens, Patrick. Allez-y. Je connais pas. Dites un chiffre. Je sais pas. 1000. Non, peut-être pas, quand même pas, mais moi, j'ai 200, 300. 8100. Ouais, c'est énorme. 8100 personnes sont décédées de la grippe. Alors, ce n'est pas des gens en bonne santé France, comme vous et moi, en France, dans prise en charge à l'hôpital, réanimées, d'accord. Ce ne sont pas des personnes jeunes en pleine forme. Ce sont des personnes âgées qui proposent une maladie, qui n'arrivent pas à remonter la pente. Mais quand même, la grippe, elle existe à Mayotte. On a des épidémies chaque année de grippe à Mayotte. Et donc, moi, j'aurais plutôt envie de dire, vous avez 42 fièvres, vous avez, on connaît tous les symptômes de la grippe, on est mal fichu, on a mal la tête, on a mal aux articulations, on téléphone à son employeur pour dire je ne peux pas venir aujourd'hui. Là, on peut mettre un masque, là on peut se protéger, on peut protéger son entourage surtout, d'accord ? Se protéger et protéger son entourage, voilà le maître mot lorsque des symptômes grippaux apparaissent. À noter que toutes les informations nécessaires aux bons gestes à adopter sont disponibles sur le site de l'ARS Océan Indien. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.